Aujourd'hui, c'est un peu une émission spéciale puisque je vais recevoir une amie chère, une amie de longue date, Oméra Sellier, présidente d'Innocence en danger. Et on va évoquer le pourquoi du comment, pourquoi elle s'est retrouvée là, pourquoi elle est devenue l'égérie de ce combat-là, et puis pourquoi on a travaillé ensemble, pourquoi on a fait 1/5, et puis la suite. On y va. Oméra, bonjour. Bonjour Karl. Tu as vu le dernier numéro de l'Envers des Affaires, titre Placement abusif, arrêtez le massacre. Et tu es bien placé pour en parler puisque j'ai publié ta lettre ouverte dans ce magazine qui concerne l'affaire dite de Châteauroux. Et à Châteauroux, on a jugé les victimes des sévices de l'ASE du Nord. Donc, on va en parler. On va recevoir tout à l'heure Maître Sagnier qui a représenté Innocence en danger à ce procès. Il y avait Maître Sagnier, il y avait aussi Maître Pauline Loira qui fait partie du comité juridique d'Innocence en danger. Donc oui, tout à fait, on était représentés par ces deux avocats qui font partie de nos équipes. Oméra, on se connaît depuis maintenant, je sais pas, plus de 10 ans, facilement, et tu es pour beaucoup dans le fait que j'ai épousé cette cause, puisque tu es à l'origine du manifeste 1/5 qu'on a coécrit avec Serge Garde, qu'il faut saluer parce qu'il était là dès le départ, même bien avant moi, quand moi Et j'étais... bien avant moi aussi, bien Oui, avant moi oui, aussi, il était le journaliste de l'Humanité. Il faut saluer aussi Laurence Beneux parce que elle a fait le absolument. boulot du côté du Figaro, lui était à l'Humanité, ce qui prouve bien que il n'y a aucune différence politique dans ce combat. Ceux qui nous ont précédés et qui nous accompagnent encore, comme Serge et Laurence et toi, sont des gens qui sont avant tout, ils peuvent avoir des opinions. D'ailleurs, toi, de temps en temps, je vois ce que tu dis sur Twitter, je me dis, oh, elle va fort quand même, je te trouve un peu trop à droite, mais c'est ton problème. Tu as le droit de dire ce que tu veux. On n'est pas là pour parler de ça. Là, on est là pour parler de notre cause. Rappelez d'abord que nous sommes euh, nous ne sommes pas associés, tu as ton association, etc. Mais nous sommes dans le même combat exactement, parce que certaines personnes veulent parfois nous diviser. Il y a d'autres personnes aussi qui essayent de t'attaquer. Alors ça m'amuse, pour dire la vérité, ça m'amuse assez, parce que c'est tellement con. C'est-à-dire, ils prennent par exemple, alors il y a ce truc qui revient, tu sais, sur les réseaux, parce que dans notre combat, malheureusement, il y a des gens qui sont un petit peu secoués. Alors, certains ont des raisons d'être secoués parce qu'ils ont eu des grands, grands problèmes, et ceux-là, on les aide. Mais il y en a, ils sont juste là pour foutre le bordel, et donc ils passent des photos de toi où tu fais des signes censés être des Non, il signes, n'y a pas des photos de moi, il y a une photo. voilà, des signes C'est cabalistiques sorti. et des Attends, signes mais non, mais sataniques. attends, mais Karl, je suis désolée, c'est pas un signe kabbalistique. C'est sorti du contexte. Et c'était la femme qui est à côté de la photo. On me l'a envoyée en disant n'importe quoi. Je sais même pas qui l'a fait. C'est des gens qui ont des problèmes avec eux-mêmes, avec la vie, avec le reste et qui sont ignorants. Parce que franchement, la personne qui est à côté de moi sur cette photo est une artiste brésilienne. Elle avait fait une exposition. Elle m'avait invitée au vernissage. L'exposition s'appelait Yes to Life, oui à la vie. Nous avons fait le signe à la demande de l'artiste. Et puis la photo, je sais pas qui l'a prise et je sais pas pourquoi elle débarque sur Internet 10 ans après ou 15 ans après. C'est n'importe quoi. Et Et j'ai oui, envie de dire, mais ils procèdent comme ça, si tu veux. Par exemple, moi, et ils ressortent une photo de moi à côté de Jack Lang. Mais j'ai été animateur de télé pendant 20 ans et j'ai interviewé la terre entière, y compris Jack Lang. Donc, évidemment qu'il y avait des photos avec les invités. Ça ne veut pas dire que je suis un proche de Jack Lang, mais c'est très facile cet amalgame. oui, Et en même temps, en faisant ça, ils desservent notre cause. Et ils desservent absolument. quoi finalement? Les gosses. Donc, ce sont des cons. Bon, l'incident est clos, mais c'était important à dire. Oméra, je voudrais que les gens te connaissent mieux. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, nous raconter ton histoire et comment tu en es arrivé à diriger Innocence en danger? Alors, je suis iranienne d'origine. J'ai dû quitter mon pays lorsque l'Iran est tombé entre les mains des mollahs. En pensant, comme beaucoup d'autres Iraniens de mon époque, qu'un jour je pourrais retourner revoir mes parents et vivre dans mon pays, sauf que ce un jour dure depuis 45, 46 ans maintenant, malheureusement. Euh, Lorsque je suis venue en France pour être soi-disant en sécurité, choix de ma maman, qui n'est plus de ce monde malheureusement, parce qu'elle avait une très haute opinion de la France et de ce que l'éducation française, etc. J'ai été témoin
Donc, c'est pas des choses qu'on m'a racontées, c'était pas des rumeurs. J'ai été témoin avec mes deux yeux comment des jeunes, à l'époque j'étais adolescente, je savais absolument rien de ce qu'était une relation homme-femme parce que j'avais pas appris ça, j'avais pas eu besoin, j'étais encore très jeune et donc j'ai vu de mes propres yeux comment nous avons été. J'étais avec une dizaine de jeunes filles de mon âge. On était dispatchés dans des familles françaises, mais on se voyait, on sortait déjeuner, dîner, etc. J'ai vu comment on a été approché par X, Y, Z dans des endroits très improbables, voilà. Et puis, quand je dis improbable, je veux dire dans des restaurants où tout le monde va, etc. Ben, nous, on y allait parce que on voulait se retrouver les samedis, les dimanches, etc. Et une de mes amies de l'époque, qui était une amie très proche, euh, euh, malheureusement, après s'être mariée avec un jeune homme très bien, une famille française formidable, elle s'est donné la mort 3 semaines après son mariage. Et elle m'a écrit une lettre. À l'époque, on n'a pas de portable, on n'a pas d'email. Et dans sa lettre, dans la partie de la fin, en fait, elle raconte dans cette lettre que pendant cette période où on était un peu livrés à nous-mêmes et qu'on ne savait pas que ce qu'un homme peut faire à une femme, etc., elle avait accepté une invitation chez quelqu'un et que lors de ce dîner, elle avait été violée par plusieurs hommes, etc. Et que malgré le fait qu'elle avait rencontré un homme très bien, cet homme était tellement bien qu'elle se sentait sale face à lui et qu'elle pensait qu'elle ne méritait pas ce mariage et ce lien d'amour. Donc, elle se donne la mort. Mais elle dit dans la dernière paragraphe de sa lettre, peut-être que si à cet instant, je n'étais pas seule, peut-être si je pouvais parler avec quelqu'un, peut-être si tu étais là, peut-être si je pouvais retourner dans mon pays, je n'aurais pas fait ça. Karl, tu peux imaginer combien, et encore maintenant, tu vois, je suis émue de ça, autant de temps après, parce que je n'ai pas soupçonné, je suis allée à son mariage, je n'ai pas soupçonné une seconde ce qu'elle vivait à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, si un jour je fais quelque chose, je serais cette personne qui ferait qu'on pourrait m'appeler, qui ferait que je serais une écoute, une épaule pour, à l'époque, je croyais qu'il y avait des filles à qui on faisait ça. J'avais beaucoup d'informations erronées parce que je croyais que ça arrivait qu'aux filles. Mais bon, passons. J'ai décidé de faire ça le jour J, le jour où je le pouvais. À l'époque, j'étais encore étudiante néanmoins, jusqu'au moment où à la suite d'une rencontre, je suis invitée à prendre connaissance de ce qu'est devenu l'affaire derrière l'opération Cathédrale, qui était une opération policière, première au monde à l'époque, on est en 98, sur la cyberpédocriminalité. À l'époque, j'avais commencé à financer des études des petites filles parce que, comme je l'ai dit plus tôt, je pensais que cela n'arrive qu'aux filles, mais dans les pays comme Népal, Inde, etc., parce que de nouveau, l'autre information que j'avais faux, je croyais que ça ne peut pas arriver dans un pays comme la France. Malgré le fait que c'était arrivé à ma copine, j'ai pensé que c'était vraiment un accident, que ça n'arrive pas. Et puis finalement, j'étais active dans ce domaine en payant les études des filles, en me disant, comme ça, elles n'auront pas à vendre des parties de leur corps pour faire manger leur famille en Inde, au Népal, etc. Et puis, il y a cette conférence. Quelques jours avant cette conférence sur le démantèlement de ce qu'à l'époque était considéré comme le plus grand réseau cyberpédocriminel au monde, qui était à travers l'opération Cathédrale et qui était la plateforme s'appelait Wonderland. Je suis à côté des gens qui ont organisé euh, cette conférence dans un dîner et je leur dis ce que je fais pour les filles. Dans d'autres pays, elle me dit, mais dans quelle organisation? Je dis pas d'organisation, je le fais de mon cœur, je leur envoie des sous pour qu'elles puissent, que je paye leur université, etc. Et elle me dit, est-ce que vous pourriez venir parler de votre engagement en tant qu'une citoyenne lors de cette conférence de démantèlement, blablabla. J'y vais.
Je parle très mal, je tremblais parce que j'étais très jeune, j'avais jamais parlé devant une assemblée de 700, 800 personnes, des chefs d'État, Scotland Yard, etc. C'était le jour où les révélations du démantèlement du réseau Wonderland ont été annoncées mondialement dans le siège de l'UNESCO à Paris. Je parle un peu et puis on me demande de conduire le plan d'action du mouvement de citoyens qui est né suite à ce démantèlement qui s'appelait Innocence, qui a été nommé Innocence en danger. Et ils m'ont demandé si je voulais bien enfin, conduire ce plan d'action dans le monde. Et c'est vrai que j'étais naïve, j'étais jeune et je me suis dit, mais pour les enfants, mais le monde entier va m'aider. J'avais rien compris et je ne me doutais pas du tout des difficultés que j'allais rencontrer. Je regretterais à 25 ans après, je le referai demain, dans 1 heure. Néanmoins, ça a été un chemin extrêmement rude et difficile. Donc, j'ai commencé avec l'UNESCO. Je suis restée à l'UNESCO pendant 1 an, mais après, j'ai quitté l'UNESCO pour 2 raisons. D'abord, parce que l'UNESCO ne voulait pas rencontrer les victimes. C'est pas qu'elle ne voulait pas, c'était pas dans sa mission. L'UNESCO fait des rapports, fait des papiers, fait des choses comme ça. Moi, les pousser les papiers, c'est pas mon truc. Moi, je suis quelqu'un de terrain. Et je voulais travailler sur le terrain, c'était pas possible d'accepter ça. Et puis, il y a eu la personne qui m'a nommée pour conduire le plan d'action d'innocence en danger était Monsieur Federico Mayor, qui était un grand visionnaire. Il était le directeur général de l'UNESCO. Et puis, comme il avait fait 2 mandats, la personne qui a été élue après lui pour conduire le plan d'action était un Japonais, Koichiro Matsura, et qui n'avait pas du tout le même regard sur la pédophilie. Comme on sait, les premières lois contre la pédophilie au Japon sont passées en 2000, l'an 2000 seulement. Je veux dire, le Japon est un pays qui n'a pas du tout le même regard qu'avait, bref. Donc, au bout d'1 an, j'ai quitté l'UNESCO, j'ai décidé de monter une association. J'étais une personne, j'étais toute seule. On m'a traité de folle, on m'a dit que je n'arriverais à rien, on m'a dit que j'irais pas loin, etc. Parce que les gens ne pouvaient pas croire que, que je veux m'occuper de cette cause. Quand je dis les gens, il en va de même des gens qui étaient à la tête des Nations Unies, etc., etc. Peu importe, je l'ai fait et j'ai commencé par la France parce que j'avais quand même euh, étudié en France, que la France était quand même, après l'Iran, ma patrie et j'aimais beaucoup ce que la France était à l'époque en tout cas. Donc j'ai commencé en France et puis après, comme j'avais trouvé des gens de confiance dans d'autres pays. J'ai ouvert des sections, par exemple en Allemagne, à travers une amie qui d'ailleurs fait du très bon travail, etc., etc. Donc ça fait aujourd'hui 25 ans qu'Innocence en danger existe. Et je dois dire que je suis très fière de nous. Je suis très heureuse d'avoir continué malgré tout, malgré les coups bas, malgré les croche-pieds, malgré les difficultés, malgré beaucoup de choses. Je suis très heureuse d'avoir continué parce qu'il y a une chose que je sais, c'est que j'ai changé le parcours de vie de beaucoup de jeunes, de beaucoup de victimes, de beaucoup de parents, qu'on a été à l'origine de changements de loi, etc., etc. Donc, je suis très heureuse d'être là. Je continuerai tant que je le pourrai. Voilà, car c'était une très longue présentation, pardonne-moi. C'était intéressant parce que même moi, je ne connaissais pas les détails, on n'en avait même jamais parlé tous les deux. Donc, tu vois, en même temps, j'écoutais ça, je m'instruis. Il y a autre, il y a autre chose qu'il faut dire aussi, c'est que euh, ton travail fait évoluer les mentalités aussi. Et c'est très important parce qu'on n'a pas eu, au cours de ce combat, de soutien médiatique en réalité. Ils nous ont laissés dans la pampa tout nus depuis toujours. Et ils commencent seulement maintenant à venir en disant ah ben finalement, ils sont pas si complotistes que ça et pas si fous que ça. Mais pendant des années, toi aussi, tu as été considéré comme une hystérique. Et donc, Absolument. et donc ça, il faut quand même le dire, c'est-à-dire que non seulement il laisse abuser d'enfants à tour de bras d'une façon scandaleuse, mais en plus, les rares personnes qui essayent de sortir du bois pour dire attention, il se passe un truc, il faut que ça s'arrête, sont conchiées par l'ensemble des médias. Et c'est insupportable et on l'a vécu. Souviens-toi combien de fois on s'est dit mais c'est pas vrai. Au moment d'Outreau, on s'est dit mais c'est pas vrai. Au Euh, au non mais moment
Oh, et tu sais, Karl, pardon, je ne souhaite pas te couper du tout, mais tu parles d'une affaire dont la réaction des médias m'a complètement interloquée, choquée, parce que les gens pensaient que parce que cette affaire était audiencée, et d'abord qu'Innocence en danger aurait eu le pouvoir de faire traduire quelqu'un devant un cour d'assises. Nous n'avons pas ce pouvoir. S'il n'y avait pas de quoi faire ce cours d'assises, ça n'aurait jamais eu lieu. Donc, il y avait quelque chose dans cette affaire qui n'avait pas été traité et qui arrivait à prescription et que le procureur a décidé de traiter parce qu'on a simplement posé la question. On a le droit de poser une question quand même. On était en démocratie, je ne sais plus si on l'est toujours, mais en tout cas, à l'époque, lorsque le procès s'est ouvert à Rennes, on est en 2015, j'ai eu des journalistes qui ont osé me demander et pourquoi je m'acharnais sur cette affaire. Je dis, mais quel acharnement? Mais vous plaisantez ou quoi? On est partie civile dans une cinquantaine, dans une centaine d'affaires par an. Il n'y a aucune raison pour que cette affaire soit plus importante pour moi qu'une autre. D'ailleurs, ça ne l'est pas, mais j'ai été lynchée, j'ai été menacée. Donc, le fait qu'Innocence en danger ait participé euh, en tant que partie civile dans ce procès, le procès de Rennes, et je veux dire, ça a été, j'ai gardé encore les messages de menaces que j'ai reçus. J'ai dû aller faire une main courante, non que ça ait donné lieu à quelque chose, mais quand même, on m'a dit que je dois le faire. Ça a été incroyable. Donc oui, tu as raison, Karl. J'ai eu les médias comme ennemis pendant très longtemps, sans raison valable. Je ne comprenais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Alors aujourd'hui, le combat continue et là, tu avais envoyé et tu es allé toi-même à Châteauroux pour cette affaire de l'ASE du Nord. Tu étais représenté par Jean Sagnier, j'allais dire Henri, Jean Sagnier, l'avocat, qui nous a rejoint. Jean, bonjour. Bonjour. Jean, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu comment ça s'est passé et ce qu'on a découvert en plus, puisque c'était à tiroir cette affaire? Alors, ce dossier de Châteauroux, qui selon nous, doit marquer un tournant dans la manière dont l'ASE, qu'on appelait autrefois la DAS, doit gérer ces dossiers. Ce dossier de Châteauroux était ce que l'on va dire, ce que l'on va nommer un dossier invisible. C'est un dossier qui a été suivi pendant 7 années. Il commence en 2017 et je dirais sournoisement, il apparaît dans un seul quotidien régional local début janvier 2024. On découvre alors avec stupéfaction ce dossier, qui est un dossier hors norme, c'est l'expression qui a été utilisée et reprise, parce que c'est un dossier qui contient tellement de choses qui sont invraisemblables, que l'on est quand même extrêmement étonné que ce dossier qui a été suivi à Châteauroux pendant 7 années n'ait pas eu jusqu'alors une retombée plus importante, tant il comporte des crimes et des délits extrêmement graves commis à l'encontre de très jeunes enfants. On va parler pour la plus jeune d'un enfant de 8 ans et pour le plus vieux d'un jeune homme, d'un garçon de 16 ans. Ce dossier est donc ce que l'on appelle un dossier invisible. Il est noyé dans des informations qui ne sont pas diffusées sur le plan national et qui restent localement connues à Châteauroux. Innocence en danger va donc dès le début du mois de janvier, alors que les délais pour faire des demandes d'actes sont épuisés depuis pratiquement 2 ans, alors que tout ce qui pouvait être utilement fait pour que les crimes qui sont dans ce dossier, il y en a 2. Il y a le viol d'une enfant de 8 ans, le viol imputé à un personnage qui en est tout à fait capable, puisque dans le même temps, dans le temps où ce viol est dénoncé, il est maintenant acquis qu'il violait pratiquement tous les jours sa propre fille. Il dira d'ailleurs à l'audience qu'il n'avait peut-être pas besoin de violer d'autres enfants puisqu'il avait la sienne. Ce type-là est un phénomène, hein. J'ai lu un petit peu les récits de la presse concernant ce type. Il fait froid dans le dos, il se fout de la gueule du monde même. Comme il dit, il risque plus rien. Il a pris 20 ans de réclusion criminelle. Il va certainement ici reprendre quelques années, en tout cas on l'espère, de prison. Ce type est persuadé
qu'il a des appuis extrêmement importants au niveau du Conseil départemental du Nord, puisqu'il dit, alors comme il n'a rien à perdre, on ne sait pas s'il faut le croire ou pas, puisqu'il dit que les huiles du Conseil départemental du Nord descendaient chez lui avec des voitures encocardées, avec la cocarde du Conseil départemental, pour venir ripailler avec lui. Il assure que ça lui donne une relative immunité. En tout état de cause, cette immunité, on la constate. On la constate dans le dossier. On la constate parce que cet homme ne sera même pas interrogé sur ce viol, même pas interrogé. C'est-à-dire que l'enfant va dénoncer le viol, elle va apporter des circonstances très précises. Par exemple, que la fille de cet homme va être jalouse qu'elle ait eu, cette petite de 8 ans, des relations sexuelles avec son père, puisqu'elle se croit être l'épouse de son propre père. On est dans des confusions totales. La gendarmerie, le juge d'instruction, ne vont même pas tenter d'écouter cet homme sur ses déclarations. Et puis, il y a d'autres faits qui sont glaçants. Toutes ces jeunes filles qui dénoncent le fait qu'elles n'avaient pas le droit de porter des petites culottes, ni des soutiens-gorge. Et à l'explication de l'audience, il assume complètement cette interdiction en expliquant que les jeunes filles qui portent des culottes souillent les culottes et que la meilleure façon de ne pas souiller les culottes, c'est de ne pas en porter. Alors il va vérifier tous les jours, il va vérifier en glissant sa main dans l'entreprise des jeunes filles qu'elles ne portent pas de culottes. Eh bien, figurez-vous que ce comportement n'est pas considéré par le procureur de la République de Châteauroux, n'est pas considéré par les juges d'instruction comme étant une infraction. Figurez-vous que cette sexualisation complète des jeunes filles de l'ASE, qui n'avaient pas le droit de porter des sous-vêtements, qui étaient tenues d'avoir des tenues très échancrées de telle manière à ce qu'on leur voit la poitrine descendre, eh bien ces éléments vont apparaître aux yeux du procureur de la République de Châteauroux comme étant finalement des éléments tout à fait indifférents. On est donc extrêmement perplexe quand on voit cet homme qui dit « de toute façon, j'ai des soutiens extrêmement importants au niveau du Conseil départemental du Nord » et puis que l'on voit en face que les infractions auxquelles il s'est livré ne sont pas poursuivies. L'autre crime qui est présent dans ce dossier, c'est le travail forcé de ces enfants de moins de 15 ans, tenus de travailler de 9 heures du matin à 17 heures le soir, qui va inquiéter les voisins de voir ces enfants travailler du matin au soir à rénover la maison de leur bourreau. Et puis, l'incompétence des services du Conseil départemental du Nord qui ne va pas s'étonner que l'on puisse prendre autant d'enfants que l'on veut. Finalement, il sera su que le bénéficiaire de ce travail non rémunéré, c'est celui qui va dire finalement, si vous m'envoyez 5 enfants, ben, ça fait 5 personnes qui vont travailler à la rénovation de ma maison. Si vous m'en envoyez 10, ça fait 10. Et puis si vous m'en envoyez 20, ça va aller encore plus vite. Donc, et en plus, il est payé. Il faut rappeler qu'en plus, il est payé pour ça, le gars. Alors, il est triplement payé. Triplement payé. Alors, la procédure dit 630 000 euros. Moi, quand je fais une addition des chiffres, je dépasse le million d'euros, mais je ne vais pas polémiquer. En toute cause, moi, quand je mets les chiffres les uns après les autres, ce n'est pas à 630 000 que je m'arrête. 630 000, c'est le chiffre qui a été retenu par la prévention. Moi, j'arrive à plus d'1 million d'euros. Il a donc 1 million d'euros versés par le Conseil départemental du Nord, qui ne va même pas essayer de se porter partie civile. On aurait pu imaginer qu'il soit sur les bancs des prévenus, compte tenu du fait qu'il savait ce qui se passait. Des informations avaient été relancées, des informations avaient été portées à leur connaissance, notamment les coups de cravache. Il avait été considéré, quand ces coups de cravache ont été remontés auprès des responsables de l'ASE, que finalement, cet homme rendait un tel service en les débarrassant des enfants qu'il ne fallait surtout pas l'inquiéter. Donc, effectivement. Je t'admire, non, je vous admire, Jean, et toi aussi, Oméra, je vous admire parce que vous gardez votre calme en égrénant ces horreurs absolues. Mais il y a de quoi tuer ce mec en réalité. Moi, ça me rend dingue. Alors, lui, il ne commet ses actes que parce qu'on lui permet de le faire. Quand je dis. Oui, mais ça suppose derrière, Jean, ça suppose derrière un réseau, évidemment, de couverture, de protection, et des mecs qui ont participé. Enfin, on peut imaginer tout le reste. Il y a ce que vous dites, et puis il y a, évidemment, on sait bien comment ça se passe. C'est pas un hasard si on dit que la France est un peu pédolande. Vous le démontrez, là.
J'ai pas terminé sur les chiffres. 630 000 euros, je disais 1 million, c'est ce qu'on a dans le dossier. Mais c'est également une somme qui est épargnée puisque il n'a pas payé l'entreprise qui aurait fait le travail à la place de ses enfants. Et puis ensuite, pour ceux des enfants qui ont des parents adoptifs, il va leur facturer les prestations qu'ils remplissent, c'est-à-dire la mise au travail de leurs enfants. Mais ce qui est le plus impressionnant, parce que je veux bien croire qu'en 2017, lorsque le dossier arrive sur le bureau du président du conseil départemental du Nord, je veux bien admettre qu'il puisse dire je ne le savais pas. Mais on est à 10 jours de la fin du procès. On est à 10 jours de la fin du procès. Le président du conseil départemental du Nord, qui n'est pas le même, mais qui porte la même casquette, ne s'est toujours pas manifesté auprès de ceux qu'il faut considérer comme étant les victimes de sa carence, ceux-là même qu'Innocence en danger a pris en charge. Il faut quand même rappeler qu'en janvier 2024, quand Innocence en danger arrive dans le dossier, il n'y a qu'un seul enfant qui est identifié. C'est-à-dire qu'on a fait tout ce que l'on peut faire pour perdre la trace de ces enfants. Ces enfants étaient à l'ASE, étaient à la DAS du Nord en 2017. 7 ans plus tard, ils ont été chassés de la DAS. Donc, ils ont été mis à la rue. Ils vont tous raconter à l'audience leur galère, leur errance. Je n'ai encore jamais vu à l'audience un procureur de la République pleurer. J'ai vu à cette audience la substitut pleurer. Pourquoi? Parce que toutes les filles vont raconter la même histoire. Exclues de l'ASE, elles vont galérer, se retrouver SDF et subir tout ce que les jeunes filles de 19 ans, 20 ans SDF peuvent subir. C'est le dossier de l'horreur la plus complète, c'est le dossier de la maltraitance la plus forte et c'est le dossier de l'indifférence complète du conseil départemental du Nord. Ces enfants sont venus avant de déposer avec une anémone. L'anémone, c'est la fleur du symbole de l'abandon, à la violence qu'ils ont subie. Violence subie par ceux qui portaient les coups, ceux qui ont mis la tête dans la cuvette des WC, ceux qui y ont uriné sur les enfants. À cette violence-là, ils répondent au fond de fleur, et c'est la fleur de l'abandon. L'abandon par leur propre famille souvent, l'abandon par l'ASE ensuite, et puis l'abandon par la justice enfin. Heureusement, je dis heureusement, une seule association, Innocence en danger, est venue leur permettre à tous, 9 au départ, une n'a finalement pas eu la capacité de venir jusqu'à l'audience, donc 8 enfants seront présents, 8 enfants qui ont été retrouvés grâce à l'association. Alors, on peut dire ce que l'on veut, mais il était facile pour le parquet de les retrouver, il était facile aussi pour tous ceux qui sont intervenus avant nous de faire ce qu'il y avait à faire quand il le fallait. On a sauvé les meubles, on leur a permis de raconter leur histoire et la recherche de l'indemnisation est en cours. Et maintenant, il va falloir que l'on dégage les responsabilités. Vous avez parfaitement raison de mettre en avant le travail de Cellier et d'Innocence en danger, parce qu'il y a des critiques bien souvent qu'on voit, et on en parlait tout à l'heure avec Oméra, il y a des critiques, mais Oméra retrousse ses manches et fait le boulot, et vous aussi, en l'occurrence. Aux critiques, je vais répondre d'une façon très simple. Il nous est dit parfois que quelqu'un d'autre aurait pu faire mieux. Eh bien, tant mieux. Tant mieux que ceux qui fassent mieux le fassent. C'est les enfants qui en bénéficieront à la sortie. Moi, j'ai pas d'ego à ce niveau-là. Et du travail pour sauver les enfants, il y en a. Donc, ceux qui savent le faire, ceux qui savent mieux le faire, d'abord pouvaient intervenir. Et puis ensuite, peuvent le faire sur un tas de dossiers. Et puis ensuite, ils peuvent également contribuer. Il n'y a pas de rivalité à ce niveau-là. Bien sûr. Enfin, il faudrait pas qu'il y en ait. Malheureusement, depuis que je connais un peu mieux ce monde des associations qui défendent l'enfance, je vois des combats ineptes, absurdes, enfin, peu importe. Laissons tomber. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que ça montre l'inanité absolue, la nullité crasse du système ASE. C'est une honte. C'est la honte de la France, cette histoire. Plus le pognon qui nous pique. Il y a quand même 10 milliards par an qui disparaissent. Aujourd'hui, il y a quelques membres du conseil départemental du Nord qui se dissocient de leur président et de son mutisme. Vous savez, les enfants sont venus le premier jour, les enfants qu'on appelait les jeunes maintenant, puisqu'ils sont quand même un peu plus grands, ils sont venus avec trois figurines, l'une qui se bouchait les oreilles, l'autre qui fermait les yeux, et la troisième qui ne disait rien. Je pense qu'on est tous contents d'être ici. Pour nous tous les jeunes, ça nous fait vraiment du bien, même si on est tous un peu stressés quand même. Ça va nous apporter du bonheur et
et faire ça nous. Les petits C'est le singes. comportement de l'ASE du Nord hier. Mais C'est le pas que du comportement Nord, de Jean, l'ASE pas du que Nord. du Nord. Pas que du Nord, d'accord. Mais là, nous étions avec des enfants de l'ASE du Nord. Oui, pas que l'ASE du Nord. On regarde le dernier dossier qui est sorti il y a à peu près 15 jours de l'ASE de Tarn-et-Garonne, où on identifie un fonctionnaire de l'ASE qui fait des fiches sur les jeunes filles, les plus vulnérables et sans famille, mais également potables pour pouvoir remettre ces fiches à un proxénète. On n'est pas que sur l'ASE du Nord. Les dysfonctionnements, ils sont présents en permanence. L'ASE de Clermont-Ferrand, qui va mettre dans un hôtel cette jeune fille qui va se tuer il y a à peu près 2 mois. On est partout dans un système qui a montré son incapacité à remplir l'une des plus belles missions que l'État lui a données, la défense des plus vulnérables. Merci Jean d'avoir témoigné et d'être venu nous raconter de près ce dossier. C'est passionnant et c'est en même temps révoltant. Merci beaucoup Jean. De rien, Karl. Et tu vois, Karl, il y a des années, il y a à peu près avant Covid, en 2018, j'avais déjà été contactée par des gens sur un numéro masqué qui avait une peur bleue de me parler et ils me parlaient des choses qui se passent dans l'Asie du Nord. Et ils me demandaient si je ne veux pas les aider, etc. J'ai dit, mais à l'époque, je ne savais ni nom ni numéro de téléphone parce qu'un numéro masqué, on ne peut pas vous donner notre nom, on va perdre. Ils étaient tous, enfin ceux qui m'ont contacté étaient des assistants sociaux, étaient des gens qui étaient témoins de choses. Donc, une fois que je leur ai dit d'accord, je suis d'accord de vous accompagner, je suis d'accord de vous aider, ils se sont volatilisés, ils ont disparu, j'ai plus de contact et moi je pouvais rien faire toute seule parce que j'avais pas eu un seul numéro de téléphone, pas un seul nom, pas un seul détail. Des années après, en 2023, fin 2023, j'ai de nouveau été contactée par des travailleurs de l'Asie du Nord, travailleurs sociaux de l'Asie du Nord, qui au début m'ont dit qu'ils voulaient notre aide, l'aide d'innocence en danger pour pouvoir révéler des choses criminelles qui se passent au sein de l'ASE. Là aussi, et j'ai donné mon accord, j'ai dit, il n'y a aucun problème, je vais trouver des avocats, etc. Et là, de nouveau, au bout de 2 ou 3 mois, euh, on m'a contacté pour me dire désolé, on ne pourra rien faire ensemble sans explication. Ce que j'ai trouvé très brutal parce que, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, comme le disait Maître Sagnier, cette affaire a quand même été enquêtée très mal, mais sous enquête pendant 7 ans et qu'il y a eu énormément de personnes qui ont vu et qui ont su. Moi, quand j'ai fait notre appel à témoins qui a permis de retrouver 8 autres victimes pour le procès, quand j'ai fait l'appel à témoins, je disais, même si vous avez été témoin de faits, même si vous avez pas victime directe, mais pour l'instant, de ce côté-là, j'ai pas été contactée par qui que ce soit. Néanmoins, je ne désespère pas que parce que comme Jean l'a dit, cette affaire, ça s'arrêtera pas à ce qui s'est passé à Châteauroux. Il y a 2 autres volets qui s'ouvrent et on va travailler dessus. Il faut qu'il y ait un avant et après Châteauroux parce que c'est pas possible qu'il y ait eu toutes ces complicités, tout cet argent gâché et ce qu'on a fait à ces gosses, on les a bousillés et ils sont héroïques parce qu'ils sont quand même venus. Parce qu'il y en a un qui m'a dit, Homéra, le visage de l'humanité, je l'ai vu pour la première fois avec ta tête. Il me l'a dit comme ça. Et ils étaient très touchants. Pense au nombre d'interventions qui ont dû avoir lieu pour que le truc ne sorte pas. Ah, mais énormément, mais Pense. énormément, Et ces énormément. gens-là, ces gens-là, les gens qui ont étouffé le truc, qui savaient, qui couvraient, ces gens-là, Voilà. ils ne sont jamais inquiétés. Le monsieur qui violait sa fille et qui, j'espère, sera rejugé pour le viol de l'autre enfant de 8 ans, euh, quand il racontait qu'il venait déjeuner chez lui, tous avec des voitures, avec chauffeur, avec des cocards et tout, et franchement, je veux dire, le mec n'a plus rien à perdre. Il va finir ses jours en prison. Je ne dis pas que ça lui donne de la crédibilité, mais avec ce que j'ai vu, moi, de ces années de gens qui ont fait des tentatives d'alerter, de dire qui se sont retenus, qui ont disparu dans la nature, avec la durée de ces faits, parce qu'il faut quand même savoir que les enfants, ils dormaient
dans une caravane à l'extérieur de chez ce monsieur, caravane sans électricité, sans eau chaude, sans chauffage. Pour faire leurs besoins, ils devaient sortir. Et les rapports des travailleurs sociaux, c'est que tout va bien. C'est que la maison est en ordre. Mais quelle maison ils voyaient? Mais à quel moment est-ce qu'ils se sont demandé, mais c'est où? Mais les enfants dorment où? Les enfants pour lesquels on paye. Rien de tout cela ne s'est passé. Je sais pas, moi j'ai du mal à croire qu'il n'y avait pas de complicité, j'ai du mal à croire qu'il n'y a pas eu de protection, tout le monde a touché un tout petit peu à l'argent qui arrivait, et puis voilà, j'ai du mal à croire que ce soit autrement. Vraiment, vraiment. Il y a une anecdote que tu m'as racontée une fois que tu n'as jamais racontée publiquement et tu sais que dans l'envers des affaires, le dernier numéro était consacré à Marc Dutroux avec son interview, etc. Et il y a cette anecdote que j'aime beaucoup et que j'aimerais que tu racontes brièvement, mais qui est extraordinaire. Tu es invité à une chasse en Belgique au moment de l'affaire C'est du... pas exactement que je suis, parce que je ne chasse pas, je suis contre la chasse. Mais j'ai une amie qui me dit, je ne te vois plus, etc., etc. On est au début de mon engagement à IED. Et moi, dans cette période-là, c'est la période où je tombe sur le livre de Régina Louf, où je tombe sur le livre des témoins X, je commence à lire tout ça, et je me rends compte que dans tous ces livres, il y a des noms. Il y a des noms qui reviennent tout le temps. Ce sont des noms du Gotha belge, Voilà, ce sont c'est des des noms noms... de Gotha belge. Voilà, ce sont les fameux, en vrai, ce sont, pour expliquer que tout le monde comprenne bien, ce sont des noms qui attirent ton attention parce qu'ils reviennent plusieurs fois à la fois dans le récit de Regina, mais des autres témoins X également. Ce sont des noms qui sont en fait ce que Dutroux appelle lui-même les commanditaires de Michel Nihoul, qui lui-même était le commanditaire de Dutroux pour la chair fraîche, pour les enfants. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tu demandes à ton ami J'ai de... dit, parce que tu sais, Karl, il faut que tu saches que je voulais voir, je voulais voir ces gens de près. Je voulais voir si on peut vraiment être. Tu comprends ce que je veux dire? C'est idiot ce que je dis, Bien sûr, peut-être, mais c'est c'était presque, non, mais tellement. c'est journalistique d'une certaine façon. Tu veux voir, tu veux être face au mal absolu et voir comment ils sont dans la vie. Oui, parce que j'avais du mal à me dire, c'est pas que j'ai pas cru ce que j'ai lu, mais je me disais, mais ils ressemblent à quoi ces gens? Mais Et je ta veux copine les voir ces gens. connaissait. Ta Ma copine, copine les connaissait parce elle que est ma belge. copine, elle n'est pas belge, mais elle habite entre autres en Belgique et entre chasse, tous ces gens, c'est des gens qui chassent effectivement. Ma copine chassait. Elle avait ni lu Regina Louf, ni Témoin X, elle savait pas tout ça. Elle Et les ce sont connaissait. des gens qui chassent les enfants aussi. C'est ça les récits des témoins Et X. c'est ça les récits des témoins X. Et si tu veux, quand elle m'a dit comment est-ce que je peux faire pour que tu viennes me voir, j'ai dit, ben écoute, invite ces gens. Tu connais ces gens? Elle m'a dit, je les connais. On se voit dans les parties de chasse chez les uns, chez les autres. Et j'ai dit, mais tu fais toi-même des choses chez toi? Et tu reçois chez toi pour des parties de chasse? Elle m'a dit oui. J'ai dit, bah alors, fais un week-end au mois de novembre, invite-les et invite-moi. Parce que moi, je voulais voir à quoi ressemblent ces gens en vrai. Je voulais voir quelle est leur énergie. Je voulais, ça m'a pas aidé à digérer la chose, mais ça m'a aidé à me dire oui, 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 c'est tout. Je sais pas comment l'expliquer, Karl. Ça m'a permis à me dire que c'est sans scrupule. Ça m'a permis à me dire que euh, c'est moi qui trouve ça horrible. C'est moi qui suis choquée. C'est moi et des gens comme moi qui trouvons ça impossible. Mais pour eux, c'est normal. C'est juste Voilà, normal. voilà. C'est ça que, et moi, j'avais besoin de comprendre ça. Encore une fois, pas du tout parce que je ne croyais pas les victimes, c'est pas ça du tout. Mais c'est que cette énergie humaine, et je n'avais pas, je n'arrivais pas à me l'imaginer. Ce que tu décris, Oméra, ça me fait penser à ce film où il y avait Alain Delon et il est invité à une chasse. Et c'est Klaus Kinski qui est exactement le personnage que tu décris.
Klaus Kinski, qui d'ailleurs est le sosie physique d'un célèbre baron belge dont on va taire le nom, mais enfin chacun le retrouvera, le baron B, qui est l'homme qui est à la fois à l'origine de l'affaire de des tueries du Brabant et qui participe activement au réseau Nioul Dutroux en tant que commanditaire. Le capital ne connaît plus de frontières. Corruption non plus, je suppose. C'est pourquoi la publication du dossier Serrano n'y changera rien. Je serai démissionné, 2 ou 3 guignols politiques sauteront, vous serez en prison. Mais ça ne changera fondamentalement rien. Je crois que vous négligez un peu trop l'opinion publique. En quoi a-t-elle modifié l'affaire liquide? Et l'affaire Nixon? Ce n'était pas une affaire d'argent, mais de morale. Il y a donc une morale. Tranquillisez-vous, ça restera l'affaire du siècle. Monsieur Maréchal, vous êtes honnête comme l'étaient nos grands-pères. Ça ne correspond hélas plus à rien. Entrez. Ces messieurs viennent d'arriver. Qu'ils entrent. Bonjour. Monsieur le ministre, je vous présente Monsieur Maréchal, à qui vous devez une récente et tapageuse publicité. Il y a quelques années, on aurait saisi ces torchons. C'est de la diffamation pure et simple. Pourquoi ne portez-vous pas plainte? Les journalistes ont les vendus, des ordures. On devrait Les acheter. Elle invite ces gens, ça prend 3-4 mois. Cette conversation entre elle et moi devait être au mois de juin. Elle me confirme au mois d'octobre que le week-end de chasse a lieu. Je vais chez elle et bon, il faut dire qu'en arrivant à Bruxelles, à l'époque, il y a très très longtemps, mais on est très vite attaqués, elle et moi, à la gare midi, je sais pas quoi, de Bruxelles, en arrivant par le train de Paris à Bruxelles, bon, par des gars masqués et tout. Donc, on arrive un peu tard chez elle, puisqu'on a dû aller au commissariat de police, elle a, enfin, porter plainte, blablabla. Attends, pourquoi attaquer? Je sais pas, j'ai pas compris. J'ai pas compris, elle non plus. On a été attaqué, c'est-à-dire qu'à l'instant où je me suis assise dans sa voiture pour qu'on aille vers chez elle, il y a eu 2 mecs qui sont arrivés de chaque côté de la voiture, masqués, avec des cagoules noires. Ils avaient des gants de fer. Ils ont cassé les vitres comme ça. Je sais même pas comment on n'a rien eu physiquement parce qu'il y avait des verres partout. Ils ont pris des sacs. Heureusement, le mien était par terre entre mes pieds. Donc, ils n'ont pas pris le mien, ils ont pris donc, elle avait perdu, elle avait plus de clés, etc., etc. Donc, pourquoi je peux pas j'avoue que je me suis longtemps posé la question, mais après j'ai arrêté de me poser la question parce que je ne trouvais pas de réponse et je ne pourrais pas te dire pourquoi. Mais la réponse, Oméra, elle est peut-être dans la suite de ton anecdote. Peut-être. Donc, on arrive dans cet endroit où il y a ces gens, ces personnes, il y avait une quinzaine d'invités. Et avant de passer à table, une des personnes dont j'avais entendu le nom une fois demande qui va aller à la chasse demain. Tout le monde lève la main, sauf moi, évidemment, parce que je ne chasse pas. Et il dit, et vous? J'ai dit, mais moi, je ne chasse pas. Il dit, alors, qu'est-ce que vous faites là? C'est déjà gonflé de demander ça comme ça parce que je n'étais pas chez lui. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, ben, écoutez, mon amie m'avait dit qu'elle ne me voyait pas beaucoup. Je suis venue pour être avec elle ce week-end. Et donc, voilà. Il me dit, je suis un très bon chasseur. Donc, demain, vous m'accompagnerez pendant je sais pas, ma session de chasse ou je sais pas quoi, je ne dis rien. On passe à table. Nous sommes en train de dîner. Il est placé à côté de moi. On parle des grands écrivains, on parle de grands esprits. Il me dit, qui sont vos maîtres à moi, vos maîtres de pensée? Et j'ai dit des noms qu'il ne pouvait pas connaître parce que pour moi, c'est Rumi Maulana, c'est un poète iranien du XIIIe siècle, etc. Et donc, je lui dis, et vous? Il me dit, non, mais moi, mon maître à penser est un Népalais. Il me dit un nom que je n'ai pas retenu. Il était comme ci, comme ça, mais il aimait beaucoup coucher avec des gosses. C'est la seule chose. Bon, je suis un peu surprise qu'il me dise ça. Il le dit devant tout le monde, hein. C'était pas du tout un sujet d'oreille à oreille. Et puis,
il me dit, et puis il se tourne vers moi carrément, il me dit, mais vous savez, après tout, s'il avait accès aux enfants, s'il avait les moyens et s'il avait la pulsion, qui êtes-vous? Moi, je crois qu'il ne sait pas ce que je fais, hein, mais je me trompais. Qui êtes-vous pour décider et juger que c'est bien ou pas? Je ne dis rien, mais je suis entre toi et moi, je suis blême. Parce que je me dis, attends, s'il sait ce que je fais et qu'il me dit ça, mais c'est énorme. Comment peux-tu même penser qu'il ne sache pas ce que tu fais? Écoute, je t'avoue que jusque-là, je l'ai pensé. Après, je vais quand même voir ma copine et je lui dis, est-ce que tu lui as dit ce que je fais? Elle me dit, pas du tout. Donc, il a su, après, j'ai su qu'il a su par quelqu'un d'autre bien avant, au mois de juin déjà. Donc, le lendemain matin, je me réveille, je vais prendre mon café, je me rends compte que tout le monde est parti à la chasse. Alléluia. Mais j'ai quand même un mot sur ma tasse de café en disant, on vient te chercher à 1 heure pour t'emmener là où nous sommes dans notre relais de chasse. OK. Donc, à 1 heure, il y a une voiture, j'y vais, ils sont tous en train de nettoyer leur carabine ou je sais pas quoi. Je vois ce monsieur qui me dit, ah, vous voilà, oui, me voilà. Bon, vous venez avec moi. J'ai dit, mais on va pas déjeuner? Parce que j'avais dit à ma copine, tu sais, moi, vous voir chasser, ça m'intéresse pas vraiment parce que tuer des animaux qu'on lâche pour qu'on leur tire dessus, c'est pas mon truc. Et je dis, mais je croyais qu'on allait déjeuner tout de suite. Et il me dit, non, non, il y a un retard. Le déjeuner se fera que dans 1 heure, donc nous avons le temps pour faire un tour, une session, etc. Et il me dit, vous allez venir avec moi. Donc moi, je regarde mon amie et je dis, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, tu peux y aller. Donc, bon, contre mon gré, je suis cette personne. Mais je vois aussi, mon ami me dit, mais tu sais, il y a ce monsieur avec un chien de chasse qui vient derrière pour, je crois, pour ramasser qui vient, qui se pointe sur un point précis, qui ramasse, etc. Donc, il y a lui, moi derrière, et ce monsieur avec un gros chien derrière moi. On y va, il a son point où il peut s'installer, et puis il ouvre un très joli, tu sais, les chaises pliantes, et il me dit, je vous en prie. Et pendant qu'il est en train de préparer son machin pour tirer, son pistolet, sa carabine pour tirer, il dit très, très froidement, il me dit, vous êtes très courageuse. J'ai dit pourquoi? Je voulais pas montrer que je pensais que j'étais très courageuse aussi. Et il me dit parce que je suis un très bon chasseur et je ne rate jamais ma cible. Euh, Vous êtes très courageuse. Bon, je suis plus du tout tranquille là parce Là, tu as que flippé. Là, tu as vraiment flippé. ouais, là je suis plus du tout tranquille. Je me tourne, je vois que le monsieur avec le gros chien est là. Et il tire une ou deux oiseaux, pauvres oiseaux qui tombent. Et puis ensuite, il dit, bah, le reste, je vous montrerai encore mieux mes talents de chasse après le déjeuner. On va au déjeuner. Il est de nouveau il se met de nouveau à côté de moi. Et là, il me dit, bon, maintenant, vous allez me dire la vérité. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, mais je vous ai déjà dit hier soir que j'étais venue voir mon ami. Ah non, mais attendez, je sais ce que vous faites. Et là, je me rends compte qu'il sait ce que je fais, il connaît Innocence en danger, etc. Là, j'aime plus du tout la situation, donc je vais voir ma copine. Je me lève de table, je dis pardon, je fais semblant d'aller me laver les mains et je demande à ma copine de me retrouver un peu plus loin et je dis, écoute, sans donner d'explication. J'ai dit, écoute, moi, je ne retourne plus à table. Je veux une voiture qui m'emmène dans la maison. Je fais ma valise et je pars et je ne dis au revoir à personne. Je pars maintenant. Et il m'a dit, mais tu vas pas, mais comment tu vas partir? Je dis, écoute, je sais pas, t'as pas quelqu'un qui peut me conduire. Donc, elle a eu la gentillesse d'appeler un copain à lui qui était en train de déjeuner et qui lui a dit, parce qu'elle avait entendu tout, hein, évidemment. Tu sais, on n'était pas dans un restaurant, on était dans une salle à manger privée. Donc, elle avait entendu, elle a pu peut-être se dire, mais où est-ce que j'ai emmené ma copine? Donc, il a demandé à quelqu'un qui était présent à ce déjeuner et qui habite Paris
de me ramener en voiture. Donc, on est parti immédiatement, mais à l'instant, on est parti dans la maison. J'avais pris de toute façon une toute petite valise parce que c'était un séjour très court. J'ai tout jeté dans la valise et il m'a ramené à Paris. Et dans la voiture, une fois qu'on est monté, j'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, faites-moi la gentillesse de ne poser aucune question parce que je n'ai pas envie de répondre. Il a été gentil, il l'a pas fait. Et ce type-là, c'était qui? Est-ce qu'on peut le dire? Ah non, 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 Parce non, que, de deux choses l'une. Est-ce que c'était le baron? non. Est-ce que c'était un des frères? C'est possible. Je ne sais pas si tu as vu dans le dernier numéro de l'Envers des affaires qui vient de sortir, euh, euh, j'ai un peu refait toute l'histoire de ce fameux quartier latin pédophile des années 80. Et donc, c'est une affaire à laquelle Innocence en danger n'est pas totalement étrangère non plus, puisque c'est Maître Grimaud et son époux, à la ville comme à la Seine, Maître Constantino, qui sont donc également liés à Innocence en danger, qui ont sorti en tout cas une partie du dossier avec le témoignage de Madame Inès Chatin. Moi, je suis allé chercher celui de Madame Brasilier, c'est donc la fille d'un architecte, dont les amis étaient les mêmes amis que ceux du docteur Lemaire, habitaient le même quartier et se réunissaient dans le même genre de soirée avec l'utilisation du célèbre coupe-papier Christophe sur lequel on ne s'étendra pas. Donc, je voulais savoir comment as-tu vécu le fait que, parce que là, vous êtes quand même allé chercher, d'ailleurs, c'est très malin, je trouve, de votre part, vous êtes allé chercher Libération pour raconter tout le truc. Et Libération, c'est quand même illustré dans les années 70-80 par une défense bec et ongle de la pédophilie qu'on n'appelait pas encore pédocriminalité. Et aujourd'hui, Libé, quand même, fend l'armure, fait le papier sur les agissements intolérables de ces mecs à l'époque, donc Matzneff et tous ses copains, et aucune reprise derrière dans aucun média. Alors, Karl, pour mettre les choses droites, euh, cette affaire, même si elle a été menée par Maître Marie Grimaud et que Maître Marie Grimaud fait partie des avocats d'Innocence en danger, étant donné que Madame Inès Chatin est majeure aujourd'hui et pour elle, il y avait prescription, Innocence en danger en tant qu'association n'est pas dans cette enquête, dans cette recherche de la vérité. Euh, et le contact avec Libération non plus. Donc ça, c'est vraiment l'œuvre de Maître Grimaud, Maître Costantino et Inès Chatin elle-même. Mais ce qui m'a choqué comme toi, c'est parce que j'ai trouvé que c'était bien que Libération euh, publie cette enquête sur plusieurs semaines et donne autant de pages, etc. Mais j'ai trouvé ça très, très choquant qu'aucun autre média n'ait repris, n'ait dit un mot sur cette affaire. C'est incroyable. C'est sans doute, Oméra, parce que les personnes incriminées étaient des mogouls. Monsieur Humbert du Point, Monsieur Revel de l'Express, qui est le père de Mathieu Ricard, l'interprète du Dalai Lama, si tu veux. Là, on est carrément, comme dit l'autre, au-dessus, il n'y a que Dieu. Donc, je pense que les gens sont extrêmement gênés. Et y compris concernant l'avocat Gibault, Oui. il fait des dîners où il invite le tout Paris, des journalistes, des médias. On est dans un petit monde, un petit cercle quand même. Absolument, absolument. Mais si tu veux, je trouve pour moi personnellement la réaction ou le manque de réaction, plutôt je devrais dire, à cette enquête et aux révélations qui ont été faites durant l'été sur cette affaire, moi je le traduis par le fait qu'il y a encore énormément de protection à tous les niveaux et qu'il y a des gens qui restent des intouchables. Il y a des gens qui, quoi que soit ce qu'ils ont fait, le mal qu'ils ont fait, les crimes commis, et tout le monde se tient par la barbichette et voilà. Et que les médias n'en parleront pas et que ça m'a beaucoup heurté. Je t'avoue que ça m'a heurté parce que je me dis entre les médias, entre les propriétaires de ces médias, entre les gens qui étaient impliqués, entre les gens qui
protège ceux qui étaient impliqués. Mais depuis 25 ans, je comprends tous les croche-pieds. Je comprends toutes les difficultés qu'on a eues pour protéger, défendre des gosses. Mais c'est fou quand même. Oui, mais il y a quelque chose qui a changé maintenant, Mera. Il y a C'est quelque chose qui l'opinion a changé. publique, C'est non? l'opinion publique qui est avec nous globalement grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce à YouTube. Alors après, on peut dire oui, ça aussi, ça appartient à des Américains qui nous, mais on s'en fout. En réalité, on peut parler, regarde qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est en train de parler directement aux gens, sans Oui, passer par la case média dont on n'a strictement plus rien à foutre, oui, et qui est oui, en désuétude absolue en réalité, et que les gens ne regardent que pour savoir quel temps il fera ou s'il y a une inondation. Mais pour être oui. informés, ils sont où? Ils sont là. Donc, et donc, tous ces gens-là et tout ce petit système, nous, on le dénonce et il va s'effondrer de lui-même. Il est déjà en train de s'effondrer de Je lui-même suis d'accord. parce Je qu'il a suis d'accord. compris qu'on a compris. Et donc, il a peur en réalité. Voilà la vérité. Oui, je suis d'accord que le regard de l'opinion publique a beaucoup changé et je le vois et j'aimerais que ce soit encore plus évident. Mais quand j'étais au procès justement à Châteauroux et j'ai vu pas seulement les médias qui étaient là, parce qu'il y en a un ou deux qui ont fait un magnifique travail, notamment cette journaliste Romane Brizard et d'autres, mais j'ai vu aussi la réaction du public et j'ai trouvé que oui, il y a une prise de conscience, il y a, Ah oui, ça c'est très net. Et tu vois, quand on a commencé à faire le manifeste 1 sur 5, on se posait la question avec Serge et on disait, est-ce que de notre vivant on verra le changement? Eh bien maintenant, je sais qu'on va le voir de notre vivant, le changement. Je oui. pense qu'en fait, on n'est pas loin d'avoir gagné parce que ils sont tous en train de se liquéfier. Voilà la vérité. Oui. Je pense que on a gagné ça. Et d'ailleurs, pour une bonne nouvelle pour tous ceux qui connaissent le travail magnifique qu'a fait Serge, tu sais que j'avais fait un livre avec Serge, j'avais coécrit un livre avec Serge en 2005 qui s'appelait Enquête sur une société qui consomme ses enfants. Et j'ai eu une demande d'un éditeur Pour le de le ressortir, de le mettre à jour ah, et de le ressortir. Donc, j'ai appelé Serge pour voir s'il était d'accord. Heureusement, il est d'accord et il sera traduit cette fois-ci. Et donc, il sera d'abord mis à jour en français, après traduction dans. Donc, je suis très heureuse parce que Serge, moi, je dois énormément dans mon parcours à Serge parce que il a été là avant moi. Zandvoort, j'ai découvert avec lui, les mères en cavale, etc. Et c'est toute une période où je démarrais Innocence en danger qui a été une période que je n'oublierai jamais. Et je suis contente qu'on puisse avoir encore Serge avec nous sur ces sujets maintenant. oui, il faut lui rendre hommage indéfiniment parce que c'est un mec Absolument. formidable. C'est un mec Absolument. droit, honnête, enfin, un homme comme il n'y en a plus beaucoup en réalité. Ouais. Oméra, écoute, ça sera l'occasion de te réinviter. J'ai passé un moment magique et merveilleux avec toi. Euh, Merci, Karl. on Merci continue, beaucoup. on Merci continue beaucoup. ensemble. On continue ensemble. Je te remercie beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé, pour ton invitation. Merci, Karl. Qui à toi. Et bien entendu, pour en savoir plus, on se précipite au kiosque pour acheter le dernier numéro de l'Envers des affaires. Il est disponible et il vaut son pesant de cacahuètes. Merci et à bientôt à tous.